Bonjour. Bon, déjà, je teste. Je vois que tout le monde entend bien. Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour la 6e édition du Digital Habitat. Donc, merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous, jusqu'à Paris. Et bienvenue également aux personnes qui sont en distanciel, en live, et qui vont pouvoir assister à la journée de table ronde. Je suis Céline Chabot, je représente monlogement.ai et membre du Digital Habitat. Bonjour à tous, je suis Priscilla Siassia, je représente la société Need Solutions. Nous sommes aussi cofondateurs du Digital Habitat. Cette édition est dédiée à une thématique que vous connaissez tous, que peu importe votre activité et peu importe votre niveau dans l'organisation, il s'agit de la prise de décision. Donc on aura une journée dédiée sur cette thématique voilà, tout au long de la journée avec les tables rondes. En effet, donc, le Digital Habitat s'articule autour de 2 journées. La première journée, donc, comme le disait Priscilla, donc, ce sont des tables rondes avec des personnalités inspirantes qui vont pouvoir échanger entre eux, mais également avec nous, autour de la question de la prise de décision. Cette première journée, c'est également aussi l'occasion pour nous tous, partenaires, mais également participants à la journée, d'échanger, de réfléchir ensemble autour d'un café ou également au moment de la pause entre midi et 2. La seconde journée, bien évidemment, c'est demain, c'est à partir de 9h. Et s'enchaîneront une soixantaine de webinaires qui seront organisés par les 30 partenaires du Digital Habitat. Donc des partenaires qu'on va vous présenter rapidement maintenant avant le lancement officiel. Voilà, donc on va vous les présenter 3 par 3. N'hésitez pas ensuite à aller à la rencontre de ces partenaires qui se situent dans les autres espaces pour échanger avec eux sur les thématiques du jour ou sur les solutions qu'ils présentent. Donc pour commencer, on est accompagné d'Adéquation, donc un éditeur de solutions digitales SaaS d'analyse de la conjoncture, des marchés, positionnement marketing et des projets immobiliers. d'Alacasa, donc Alacasa, éditeur logiciel spécialiste de la relation client, de la gestion de communauté à la réhabilitation en site occupé. Et Altexens, spécialiste de la GED, IA, Workflow, GEC. Altexens propose un écosystème complet de solutions numériques pour les bailleurs sociaux. Ensuite, donc, vient Hamilton. Hamilton accompagne ses clients dans leur transformation numérique depuis 2012 avec des expertises en web, mobile, data et IA. Apizzi propose des solutions d'engagement visuel qui aident les entreprises à résoudre plus rapidement les problèmes complexes de leurs clients. Avis Locataire optimise la relation locataire pour les bailleurs sociaux et entreprises de travaux avec une suite logicielle innovante et efficace. Célance accompagne les acteurs de l'habitat dans leur transformation en les conseillant en éditant des solutions digitales. Créatim, devenu Sinoia, commercialise des solutions digitales pour la construction immobilière, chasse foncière, gestion d'opérations, Hudbock Immo. Et Effici, c'est l'éditeur de la solution Idyll, utilisée par les bailleurs sociaux pour gérer leurs relations locataires et ou simplifier la gestion commerciale de leur parc immobilier. Granit, conseil en gestion technique de parc immobilier, de la définition de votre stratégie à sa mise en œuvre opérationnelle. Apix, la solution 100% digitale qui révolutionne l'accès aux bâtiments collectifs et remplace les lecteurs de badges et les interphones traditionnels. Omiwu propose des prix loyers, prix neuf pour la vente HLM, le développement et le pilotage financier du patrimoine. Inch, ERP de gestion des copropriétés CRM pour les bailleurs sociaux. Intens déploie une plateforme cloud capable de faire interagir et de piloter l'essentiel des données bâtimentaires grâce à un catalogue de services connectés largement fourni et diversifié. Et EasyCom, le logiciel 100% français de référence pour la gestion omnicanale des interactions locataires qui facilite déjà le quotidien des conseillers de plus de 80 bailleurs sociaux en France. Letixby.ai, l'IA qui analyse tous vos documents, enquête SLS, OPS, attestation d'assurance, email, pièces jointes adressées au service client. Monlogement.ai, des solutions d'IA pour le logement social, chatbot, assistant conversationnel, prise de rendez-vous en ligne et communication, pilotage des réa en site occupé. Need Solutions est éditeur de Symbiose, une solution digitale augmentée qui optimise et fiabilise le processus de peuplement des bailleurs sociaux. Novamap, pionnier depuis 2013, Novamap édite une suite logicielle modulaire SaaS pour la gestion de proximité et le pilotage stratégique des parcs immobiliers.
Odyssée Environnement agit pour une performance éthique de l'eau. Et Piloc réconcilie vos paiements et votre métier avec une solution de paiement sécurisée qui libère du temps à vos équipes. Sigma accompagne les bailleurs sociaux et collectivités locales avec des solutions innovantes, modulables et éco-conçues. Sogelink est un éditeur de logiciels et aide les propriétaires de bâtiments à gérer les risques immobiliers et leurs obligations réglementaires. Sowell, l'application dédiée aux équipes de proximité, couvrant plus de 10 cas d'usage pour signaler et gérer efficacement les incidents qui perturbent le quotidien des locataires. Supervisor est une solution qui détecte automatiquement les erreurs et les fraudes en scannant 100% des flux comptables et financiers. SID optimise la relation locataire pour les bailleurs en intégrant des solutions centres de contact performance. Telsi accompagne les centres de relations locataires en proposant des solutions technologiques, du conseil stratégique, des formations sur mesure pour améliorer et allier performance et satisfaction. Udicat, société experte en gestion des données et éditrice de Bineo, la solution de pilotage de la performance dédiée aux bailleurs sociaux. VoxPay propose des solutions de paiement omnicanal et certifiées PCI DSS pour le règlement des loyers et des impayés via carte bleue, virement instantané, prélèvement SEPA et wallet notamment. Udoc est une solution IA pour le traitement des documents métiers et la gestion de leur cycle de vie. Tout au long de la journée, toutes les personnes qui sont en live et dans la salle pourront interagir et poser des questions aux speakers qui viennent échanger lors des tables rondes. Donc n'hésitez pas pour cela à utiliser le Slido, donc en scannant le QR code ou en vous connectant directement sur slido.com. Donc a priori, il y a peut-être une application aussi qu'on peut télécharger. Vous intégrez le code et donc cela vous permettra de pouvoir répondre aux questions qui vous seront posées tout au long de la journée pendant les 3 tables rondes, ou bien vous-même de poser des questions à nos speakers qui seront traités au fil de l'eau. Voilà. On vous souhaite un très bon Digital Habitat et une excellente journée. Très bonne journée à tous. Voilà, et pour lancer, merci Priscilla, merci Céline. Pour lancer cette édition, on invite donc Patrice Tillet à nous rejoindre, qui a bien voulu être le grand témoin de cette journée. Voilà, Patrice. Merci Julien, bonjour à toutes et à tous. Merci Patrice de vous joindre à nous. Alors, vous êtes directeur général du groupe Arcade Vive et directeur de la partie logement du groupe Vive. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, en introduction, nous présenter votre groupe et sa singularité? Alors, on connaît tous le groupe Arcade Vive, mais il a un certain nombre de singularités qui sont notables et voilà, si vous pouvez en quelques mots nous présenter. Merci Julien, et en tout cas merci de me donner l'occasion de présenter effectivement à nouveau le groupe Arcade Vive. Alors comme il y a certains collègues du groupe dans la salle, voilà, je vais être vigilant à rien oublier dans un temps réduit. Donc juste vous dire, on se place sur l'environnement du logement abordable. Donc le groupe Arcade Vive est le 4e opérateur du logement abordable en France avec à peu près 220 000 logements. Alors sa singularité, c'est à la fois dans son organisation et à la fois dans la plénitude de ses composantes. Je parle souvent d'une hybridation qui est encore en voie d'élargissement, puisque le groupe Arcade Vive, alors déjà dans les actionnaires du groupe, qui est un pôle privé et un pôle GOLS, groupe de logements sociaux. Ça, c'est intéressant parce que c'est aussi un point de différence avec beaucoup de nos collègues groupes intermédiaires et grands groupes HLM. On a cette partie privée qui, pour nous, est une capacité à opérer différemment et dans des contraintes financières et réglementaires moindres. En actionnaire, nous avons Arcade Développement qui est historiquement au pilotage de ce groupe et qui est issu des dirigeants et des salariés, une coopérative de salariés et d'anciens dirigeants qui porte quasiment la moitié de l'actionnariat. Et en face, depuis 5 ans maintenant, le groupe Vive qui est le premier groupe mutualiste de la santé en France, 10 milliards de chiffre d'affaires, 40 000 salariés, et qui intervient sur les sujets de la prévoyance, de la santé et de l'accompagnement. Donc ce qui est assez original, c'est cette première hybridation entre la santé et l'immobilier.
Deuxième point, c'est que nous fonctionnons avec, dans ces 220 000 logements, quasiment une moitié du groupe qui est constitué de filiales, juridiquement filiales, avec une détention de capital majoritaire, et puis aussi une moitié du groupe qui est constitué, et ça c'est une originalité et ça nécessite beaucoup d'agilité et de diplomatie, une moitié du groupe qui est constitué de sociétés de cercle 2 dans lesquelles nous avons des participations minoritaires, mais du contrôle conjoint. Et dans contrôle conjoint, il y a conjoint, certes, ça te fait rire, hein, Francis, mais il y a contrôle. Donc voilà, ça c'est un peu l'idée. Et du coup, on arrive dans un groupe dans lequel on a une SACICAP, des sociétés privées, des SA privées, des ESH, des 7 ESH, des coopératives, 9 coopératives, une association, l'ALFI, qui est chère à notre cœur et qui intervient beaucoup sur l'habitat inclusif en soutien de ce que peuvent faire nos sociétés HLM. Depuis peu, nous avons inséré dans notre cercle 3 des partenaires privilégiés, un office public. Nous sommes en réflexion avec des SEM et d'autres offices publics. Donc c'est vraiment une organisation extrêmement large. Ce qui est important pour nous, c'est pas qui nous sommes, quelle est la forme juridique, c'est ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons et au service de qui. Et c'est ça qui va nous réunir et qui fait cette dimension tout à fait spécifique et singulière du groupe Arcade Vive dans l'environnement global. Derrière cette hybridation aussi autour de la santé et du logement, nous avons développé depuis 5 ans le concept de logement santé. Il faut savoir que chacun d'entre nous, notre capital santé, il est constitué pour 20% de la génétique. Le reste, c'est nos modes de vie. Et dans nos modes de vie, il y a notre alimentation, la relation au travail, les relations humaines, et puis il y a le logement. Et pour nous, le logement est un déterminant de santé. Et c'est pour ça que depuis 5 ans, nous déclinons sur cette thématique-là des services et des labels sur de la production nouvelle de logements, mais aussi depuis janvier sur la rénovation. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Donc c'est un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros et nous avons quasiment terminé nos comptes consolidés. Et cette année, nous réaliserons 30 millions d'euros de résultats. Voilà, c'est aussi des éléments importants à signaler puisque nous sommes des entreprises et donc il faut aussi parler de ça. Voilà, et c'est 4000 collaborateurs, un peu moins de 4000 collaborateurs dans le groupe Arcade Vive et qui sont au quotidien engagés, n'est-ce pas, comme je les ai en face de moi, pour la réussite de toutes nos actions sur les territoires. Super, merci Patrice. Et donc vous avez accepté d'introduire cette journée, donc qui est co-organisée par une trentaine d'acteurs du digital pour le secteur de l'habitat. Quelle place ou quel regard vous portez sur le digital et ce lien avec l'habitat, voire la santé, puisque vous étendez l'habitat à la santé? Alors pour nous, c'est un élément déterminant. Mais je pense que vous êtes tous venus ici parce que ce sont des sujets qui vous intéressent et que vous avez cette conviction que nous allons upgrader nos capacités à réaliser nos activités grâce au digital. Moi, ça m'incitait deux remarques. La première, et c'est Robin Rivaton, qui est un chercheur bien connu, qui travaille sur les sujets de l'immobilier, d'ailleurs qui a été missionné par la ministre Valérie Létard pour une mission spécifique sur le sujet. Robin Rivaton dit que l'immobilier est immobile. Et en même temps, je trouve que c'est bien qu'il y ait un gars qui ait eu le courage de nous dire ça. Alors effectivement, nos bâtiments bougent assez peu, hein, et il vaut d'ailleurs mieux qu'ils ne bougent pas trop. Mais en même temps, c'est le monde de l'immobilier qui est assez immobile. C'est que notre monde a peu évolué sur les éléments de construction. On est impacté par la question de la décarbonation, donc la construction bas carbone, mais on voit bien la lenteur à laquelle ça avance. Et finalement, on fait un logement avec un plancher, un plafond, des murs, des pièces humides, des pierres sèches. Il y a des pièces de vie et des pièces, et d'autres pièces. Il y a les parties communes, il y a les parties des logements. Et ça, c'est depuis quand même très très longtemps. Et dans les services, on a un peu amélioré, mais on reste quand même assez peu, comment dire,
pas dire disruptif, mais on fonctionne comme avant. Et finalement, pourquoi pas, c'est peut-être pas forcément un tort. Et il dit aussi que les grandes innovations dans l'immobilier résidentiel sont plutôt liées au service, et il cite Le Corbusier qui a pris ses inspirations dans l'hôtellerie. Je trouve ça très intéressant parce qu'effectivement, de se dire où sont les sources d'inspiration pour aller changer nos modes de fonctionnement. Donc en tout cas, Robert Riventin, on reprend Le Corbusier qui était allé chercher, notamment dans les logiques de motels et d'hôtels en Suisse, des réflexions pour dire le logement de demain, ça doit être ça. Et c'est pour ça qu'il a conçu la Cité radieuse, notamment à Marseille, avec une conception assez originale. Et là, il y avait des avancées sur le contenu du logement et aussi le contenu des services. Alors je fais le lien avec le digital. Pourquoi? Parce qu'à mon sens, le digital va nous permettre d'avoir une qualité de service augmentée. En tout cas, nous, dans le groupe Arcade Vive, c'est un petit peu notre réflexion à travers la question du logement santé, c'est de se dire, on tourne en rond depuis très longtemps sur la question de la qualité de service. Et en plus, je suis devant Francis, qui est un grand spécialiste du sujet, donc je pense qu'il ne me démentira pas. On le voit depuis 15 ans au niveau de l'Union HLM et des fédérations. On réfléchit à ça, on a tous des certifications, des labellisations, on fait des enquêtes de satisfaction. Et je pense que depuis un moment, on tourne quand même autour d'un niveau d'insatisfaction qu'on n'arrive plus à régler ou un niveau de satisfaction qu'on n'arrive plus à augmenter. Et peut-être qu'à travers le digital, nous, on fait le pari qu'à travers la santé, on va pouvoir augmenter cette qualité de service, mais je pense que le digital permet d'avoir cette qualité de service augmentée. D'abord, ça veut dire que nos collaborateurs, parce que dans le digital, alors effectivement, digital, ça vient du doigt, du latin, ça veut dire derrière le doigt, il y a un humain. Enfin, j'ose espérer que pour la plupart d'entre nous, on a bien cette conception, c'est que le digital, c'est placer l'humain au cœur de la technologie et du numérique. Donc ça, c'est hyper important. Alors c'est un petit peu ma formation RH qui revient à la surface, mais c'est très très important puisque les évolutions technologiques vont changer les métiers, vont changer les organisations, vont nécessiter d'imaginer ces sujets en termes de recrutement, en termes de formation, en termes d'accompagnement des collaborateurs. Pour présider la délégation employeur à la Fédération des ESH depuis maintenant 6 ans, je le vois souvent, les organisations syndicales nous interrogent sur ce sujet-là. Ah oui, avec le digital, vous allez faire disparaître des métiers. C'est souvent ce qui nous est renvoyé. Donc il faut se dire que non, on aura une autre proposition de valeur et ça sera aussi pour nos collaborateurs un vrai enjeu de libération finalement de leurs énergies, de leurs capacités créatives sur des nouveaux métiers, sur des métiers qui sont exécutés différemment parce que quelque part le digital va les soulager d'une certaine partie de travail qui est plutôt fastidieuse et à valeur ajoutée relativement réduite et qui parfois peut rendre le job moins intéressant. Donc pour moi, le digital, c'est ça, c'est qualité de service augmentée et placer l'humain au cœur du dispositif. Bien, merci. Et donc, pour cette édition, on a retenu le thème de la prise de décision comme le fil rouge de cette première journée, sachant que c'est un sujet qui est très présent dans les organismes, mais aussi pour les partenaires de cette édition, dans la mesure où on contribue tous à aider à la prise de décision avec nos solutions digitales, mais aussi parce que nous-mêmes, on est soumis à un certain nombre de cycles de décision quand on est dans une relation commerciale avec les organismes. Alors je sais que le thème vous est cher, Patrice, et avant d'accueillir les speakers, pourquoi en introduction vous m'avez indiqué ou tu m'as indiqué que ce sujet était particulièrement cher et résonnait chez toi et dans tes fonctions? Alors effectivement, pour moi, c'est un sujet important sur lequel j'ai souvent réfléchi moi-même sur ma manière d'être un décideur. Et dans ma carrière, j'ai pu voir combien c'était compliqué et combien finalement on pouvait croire que c'était facile de ne pas décider. Décider, alors c'est pas t'as mis des, je sais pas si c'est moi qui ai vraiment dit ça. Voilà, non, parce qu'après le gars il dit qu'il a le courage de décider. Non, c'est Julien qui a écrit cette phrase, mais qui reflète notre échange. J'ai vu la difficulté à prendre des décisions.
on dit bien prendre des décisions, c'est pas exécuter la décision, mais en même temps, ça veut dire qu'il faut aussi se poser la question de comment elle sera exécutée. Donc la prise de décision, et que parfois nous sommes dans des environnements dans lesquels finalement il y en a qui sont un peu aux abris et qui préfèrent ne pas décider. Et ça, je pense que ne pas décider, ne pas avoir le courage de décider, c'est pire que tout. Donc la décision, c'est important. Il y a un moment... je vous livre tout, hein. J'avais un CV sur lequel j'aimais bien mettre 3 verbes d'action. J'avais mis développer, parce que ça, quand un recruteur regarde ton CV, c'est bien de dire voilà, moi je suis un développeur, et il ne sait pas ce que ça veut dire derrière, mais bon, après il posera les questions. Développer, manager, décider. Parce qu'au bout du compte, et souvent on m'interrogeait sur le sujet, ah oui, parce que nous on veut quelqu'un qui ait la capacité à décider. Et la capacité, c'est de se dire comment je fabrique la décision, et déjà, est-ce que je suis plutôt à l'aise avec la question de décider. Le sujet dans la décision, c'est à la fois son état d'esprit, c'est donc cette prise de risque à décider, de pouvoir se dire aussi qu'on peut disrupter, peut-être même qu'on peut se tromper, et de se dire c'est pas si grave que ça si on se trompe dans une prise de décision, parce que c'est souvent ce qui handicape la personne en situation de décider, mais qui ne va pas décider parce qu'elle a peur de se tromper. Et souvent, on prend une bonne décision à l'instant T, parce qu'on prend cette décision avec les éléments d'information que nous avons. On va peut-être en parler lors de la table ronde sur la question de comment on passe de nos propres intuitions. Et ça, c'est un super danger, hein, quand vous êtes DG, dans notre tour d'ivoire, on a plein d'intuitions, on commence à avoir des cheveux blancs, où on en a beaucoup et on se dit mais moi ample, ou on n'en a pas trop, et du coup ça c'est pour mon ami Francis, ou alors on se dit voilà, j'ai toute cette expérience qui fait que quand même j'ai 30 ans de professionnalisme sur ce sujet-là, je connais le sujet, et du coup on va être amené à prendre des décisions qui reposent sur ces intuitions en se disant là je sens le truc, c'est là où il faut aller. Donc ça, il faut savoir aussi environner la prise de décision, moi j'appelle ça les angles morts, hein, d'écoute, de regard auprès des autres, de tester nos intuitions auprès de certains, et se mettre en contexte de prendre la décision en se disant ça sera peut-être pas la bonne décision, mais en tout cas au moment où je la prends, il me semble que c'est la bonne. Parce que si on prend une décision en disant ça, je suis sûr que c'est la mauvaise décision, là il y a un vrai problème, il faut faire un autre job et il faut aller ailleurs. Donc quand on prend la décision, on a la conviction qu'on prend la bonne décision à ce moment-là. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous doivent connaître le général Vincent Desportes qui intervient souvent à la télévision, et il est intervenu dans notre Cordée, qui est le groupe qui réunit tous les DG de nos entités, récemment sur le thème décider dans l'incertitude. Et il nous disait, il y a un grand théoricien de la guerre, alors du 19e siècle, qui disait aucun plan ne résiste au premier coup de canon. Et derrière ça, ça veut dire, vous avez imaginé un plan à l'instant T, vous avez pris une décision à l'instant T avec les informations que vous aviez, et à partir du moment où se lancera l'exécution, vous allez vous rendre compte que ça va générer des réactions ou que vous n'aviez pas pris en compte certains éléments, mais ce n'est pas pour autant que la décision était mauvaise, c'est que c'était la décision de ce moment-là. Et il faut avoir cette agilité, cette capacité à réinterroger la décision ou réinterroger les modalités d'exécution de la décision dans ce contexte-là. Et ça, tu vois, ça rend à l'aise de se dire, voilà, je prends cette décision, je suis sûr à peu près que c'est quand même la bonne décision au moment où je la prends, compte tenu des informations dont je dispose, et ensuite je serai en capacité de faire évoluer cette décision, ou en tout cas son exécution avec le temps. Et ça met à l'aise, et ça permet du coup de décider et de ne pas être dans l'indécision. Je crois que dans nos entreprises, le pire c'est l'indécision. Et le contexte actuel est plutôt favoriserait l'indécision, parce que comme le lendemain n'est pas sûr, voire même le quart d'heure qui va venir, le meilleur moyen, c'est de dire attendons encore un peu parce que ça va s'éclaircir. Et oui, mais on va attendre, ça ne va pas s'éclaircir. Donc n'hésitons pas, prenons des décisions, décidons en pleine conscience. Super, merci Patrice. Et donc, pour cette introduction, et on va accueillir les premiers speakers de cette première conférence autour du thème de la décision. Si tu veux bien t'asseoir. Donc je te laisse.